retrouve en cette fin de journée. C'est déjà la fin de Social Change à Laval, mais on voulait terminer cet après-midi sur la question de l'humain qui nous paraissait importante quand on aborde ces questions de RSE, notamment face à la pénurie de compétences sur un marché du travail où le rapport de force s'inverse en faveur des candidats. On constate en effet de plus en plus que la RSE peut être un bon moyen de séduire, de fidéliser et de favoriser l'engagement de ses salariés actuels et futurs, en leur proposant un autre modèle d'organisation favorisant un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ainsi qu'un management bienveillant basé sur la confiance, stimulant l'initiative et l'innovation. La RSE répond en effet à une quête de sens de plus en plus déterminante dans l'attractivité d'une entreprise. Et elle donne, on le voit souvent, envie aux équipes de s'impliquer pleinement dans la transformation nécessaire. Alors pour parler d'humain et de ces questions-là, j'ai à mes côtés 4 intervenants. Vous allez le voir, qui viennent d'horizons différents, mais qui sont tous convaincus de l'intérêt de proposer un autre modèle d'entreprise, d'organisation. Je vais commencer par vous, Marie-Pierre Marchand. Vous êtes la présidente du groupe Protect Home à Château-Gontier, une société qui a été créée en 1993 par Laurent Léry, qui a été rachetée en 2021 par le groupe normand Grand Comptoir. C'est d'ailleurs à cette occasion que vous êtes arrivée. Quelques chiffres pour situer l'entreprise. Protect Home, c'est aujourd'hui 200 salariés répartis sur 14 sites pour un chiffre d'affaires d'environ 44 millions d'euros. Et votre métier, c'est la distribution d'équipements de protection individuelle et de vêtements de travail. À votre gauche, Bernard Faure, vous êtes le cofondateur et directeur général de Tenaxia, société que vous avez créée en 2001, qui emploie aujourd'hui 80 salariés répartis sur 3 sites, Changé, Paris et Lyon, pour 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez développé une solution en ligne de pilotage de la performance extra-financière proposée en mode SaaS. Elle permet de collecter, fiabiliser, analyser et consolider les données et indicateurs RSE des entreprises. J'ai bien appris ma leçon avant de venir pour leur permettre de valider la pertinence de leur stratégie en la matière et de piloter leur performance extra-financière. Vous accompagnez aujourd'hui des sociétés cotées, mais aussi des ETI, des PME. Et donc notamment Protect Home, voilà. Vous êtes donc au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. À mes côtés, Vincent Lesage, vous êtes le PDG des transports Bréger à Laval. Vous êtes organisateur de transport. Vous vous appuyez sur 11 agences en France, 4 filiales, dont 2 à l'étranger et un parc de plus de 700 véhicules. Votre terrain de jeu, c'est le local, le régional, le national et l'international. Vous employez 950 salariés pour un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros. Et vous avez un leitmotiv, fournir des prestations fiables et économiquement responsables, car vous avez bien conscience, et depuis longtemps, on le verra, de l'impact de votre activité. Enfin, je termine avec vous, Michael Trideau. Vous êtes coordinateur RSE et gestionnaire du parc immobilier Serre France, une marque qui regroupe des cabinets d'expertise comptable et de conseil sur l'ensemble du territoire national, mais qui opère de manière totalement autonome sur chaque département. Votre territoire à vous, c'est la Mayenne et la Sarthe, sur lesquels vous rayonnez à travers 20 sites avec 500 salariés. Et vos clients sont principalement des céréaliers, des éleveurs laitiers et des éleveurs porcins, des agriculteurs globalement. Voilà. Donc voilà pour les présentations. Et avant de voir comment vous pouvez valoriser vos engagements auprès de futurs candidats, je propose qu'on fasse un premier tour de table pour que vous nous parliez de vos engagements, savoir à quand ils remontent et pourquoi vous avez eu cette stratégie-là. Et je vais commencer avec vous, Marie-Pierre Marchand. Car chez Protect Home, la RSE, j'ai l'impression que c'est une longue histoire. On n'en parlait pas forcément au début, on ne le formalisait pas, mais ça a été au cœur de l'entreprise dès le départ.
Alors, je pense que Laurent est dans la salle, donc je parle sous son contrôle, même si je me suis déjà complètement approprié l'histoire. En fait, on ne parlait pas d'RSE et Protectom est né avec des gènes RSE. Et pas des gènes RSE, des gènes RSS2E, puisque nous, on aime toujours rajouter le sociétal au social et l'économique à l'environnemental, parce que si l'entreprise n'est pas saine économiquement, avec des partenaires sains économiquement, ça ne peut pas fonctionner. Et si nos collaborateurs ne sont pas ancrés dans les territoires, ça ne peut pas fonctionner non plus. Donc, on ne parle pas chez nous d'RSE, je suis désolée, mais de RSS2E. Donc la société a été créée en 1993 avec vraiment ses fondamentaux, des fondamentaux sociaux très très forts, le lien social étant la base, le lien pour les clients, mais le lien aussi dans l'entreprise. Et ça a progressé. On est arrivé jusque dans les années, je dirais, 2016-2017, où ils sont vraiment posé la question en disant on a quand même une belle histoire, on a des tas de sujets un peu dans tous les sens, et il fallait structurer tout ça. Et ils ont organisé des groupes de travaux différents, sur différents sujets. J'ai dû lui dire même qu'ils avaient pris un bateau pour aller réfléchir sur le sujet. Et ils sont revenus avec un projet d'entreprise, un projet qui s'appelle Ambition 2025, ce qui veut dire 100 millions d'euros en 2025 en étant RSS2E absolument sur tous les aspects, et ont mis en place ce qu'il fallait, différents chantiers, 14 pour être précis, pour amener et structurer le groupe pour arriver vers cette ambition 2025. Et on aurait pu croire qu'à la vente de Protectom, du groupe, que ça allait complètement s'arrêter ou partir dans une direction différente. Et bien pas du tout, puisqu'on a été racheté par un groupe qui s'appelle le groupe Grand Comptoir, ou la financière Grand Comptoir. Certains d'autres vont plutôt connaître le Galet, puisque c'est un des gros quincailliers français, très engagé dans la RSE. Donc en fait, on s'est retrouvé avec comme actionnaire quelqu'un qui a autant la RSS2E qu'avait Laurent dans les tripes. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a été vendu à ce groupe. On est resté sur le même tempo et on continue, et ils ont complètement adhéré puisqu'ils parlent. Alors on a dit simplement on n'est pas en 2025, on est en 2026 maintenant avec eux, mais ils ont adhéré à 100% des travaux et de la stratégie qui avait été initiée. Donc je veux dire que tous les salariés sont nés avec ce gène-là chez nous. Donc après, on n'a pas de label, si ce n'est nos propres labels. On n'est pas ISO, on n'est rien de tout cela, mais on le vit et on a du sang. Je dis toujours qu'on a du sang RSE nous qui coule dans nos veines. Mais c'est intéressant parce que la question des labels se pose souvent. Parfois, les entreprises ont besoin de passer par là pour avancer dans leur démarche, mais on se rend compte qu'on peut faire aussi des tas de choses sans finalement avoir je pense qu'à un moment, il va y avoir aussi besoin de preuves, et on a certains de nos clients qui nous en demandent, ou ça peut nous interdire certains dans des grands marchés. Alors si on veut aborder des clients de plus grande taille, on va s'organiser. D'ailleurs, on va créer, nous, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, parce que tout le monde le portait, mais on a besoin d'aller un cran plus loin dans notre organisation, et on ira certainement chercher un ou deux labels pour pouvoir aller chercher des typologies de clients différents. Et parce que là aussi, c'est demandé. Nous, on a affaire qu'à des professionnels. Quand vous vous adressez dans du B2C, on a beaucoup moins besoin de ces choses-là. Quand on est en B2B, ça peut être bloquant à certains moments de ne pas les avoir. Aujourd'hui, ça ne nous gêne pas dans notre développement, mais on préfère prévenir. Et je pense que dans les 2-3 ans qui viennent, on ira décrocher quelques labels. On y reviendra. Bernard Faure, chez Tenaxia aussi, je le disais, enfin, votre métier, de par votre métier, finalement, vous êtes au cœur de ces questions-là. Comment vous vivez les choses chez Tenaxia, et quelles sont les valeurs qui sont importantes? Normalement, il doit être branché. C'est bon là? Ouais.
Oui, effectivement, nous, notre métier, il est fondamentalement dans le sujet, puisqu'on accompagne les entreprises dans le pilotage de leur performance extra-financière, et on a démarré même par des thématiques très très précises de gestion de l'environnement. Donc au départ, on était animé de la volonté, de l'envie d'apporter des solutions de gestion de l'environnement aux entreprises industrielles. On a démarré comme ça. Et puis progressivement, on a enrichi la gamme de services et de solutions sur des sujets plus environnement seulement, mais aussi santé, sécurité, environnement. Et puis, on est venu donc au pilotage des démarches de développement durable qu'on appelle maintenant RSE, ou RSS2E, ou ESG, lorsque c'est un investisseur qui parle de ça. Mais donc, on est venu à ces sujets-là. Donc, l'engagement de Tenaxia, il était finalement obligatoire. Il fallait qu'il y ait une cohérence. Voilà, à un moment donné, il faut être cohérent. Hein, sinon, aujourd'hui, clairement, sinon les gens vous le disent et les collaborateurs vous le disent. Hein, si vous apparaissez comme complètement incohérent. Donc, effectivement, on a beaucoup travaillé, nous, en interne. Alors, pour répondre à votre question du début, qui était à partir de quand on a commencé à formaliser une démarche. Finalement, on a quand même mis du temps avant de formaliser une première démarche. Les premières démarches, on les a vraiment formalisées à partir de 2012, alors qu'on a été créé en 2001. Vous voyez, donc quand même, on a quand même mis du temps. Maintenant, 2012, c'est finalement déjà assez ancien, quoi, en fait. Et après, on a progressivement approfondi la démarche en plusieurs étapes. Et j'en parlerai certainement tout à l'heure de ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'est un chemin, en fait. Voilà, c'est un chemin. D'un seul coup, on fait un truc et puis on s'arrête. Non, c'est en permanence. On doit avancer plus loin. Et donc, les démarches sont revues et régulièrement, on les revoit avec les collaborateurs. De toute façon, oui, c'est un processus d'amélioration continue, étape par étape. Et ce qu'on voyait dans les témoignages tout à l'heure, c'est qu'on a le sentiment que parfois on franchit chaque fois une marche supplémentaire, parfois il faut faire un pas en arrière pour finalement repartir. Donc, mais on le reverra après. Vincent Lesage, au Transport Bréger, vous définissez aussi comme une entreprise responsable, et ça fait longtemps que justement vous vous inquiétez de l'impact, on le sait, le transport, l'environnement, ça ne fait pas forcément bon ménage. C'est un peu l'inverse. Hein. Nous, on part avec un gros handicap quand même dans le domaine. On n'était pas, et notre métier, c'est quand même effectivement perçu comme étant le pollueur, et puis avec des problématiques de sécurité. Donc c'est pour ça qu'on a été sensible dès le départ. Et en fait, notre démarche, elle date écrite, hein, ça date des années 95, quand on a écrit notre premier chapitre de la qualité ISO 9001, enfin 9002 à l'époque. Et donc déjà, on avait un volet très important et une politique en fait environnementale et sécurité engagée, écrite à ce moment-là, quoi. Donc, parce qu'on était très sensible en fait à notre impact sur la route, hein, on l'exerce notre métier nous sur la voie publique, donc ça c'est déjà compliqué. Si on n'a pas conscience de ça, c'est ballot. Et puis après, c'est pareil, on a aussi été inspiré par des clients. À l'époque aussi, dans les années 90, un de nos premiers clients c'était Ikea, qui développait déjà à l'époque des politiques vertueuses dans ce domaine-là. Et donc, on était très sensibilisés, on s'est lancé là-dedans. Et puis maintenant, on a accéléré vraiment le phénomène depuis quelques années, depuis 6 ou 7 ans, en l'étendant de façon effectivement plus large sur la RSE et sur quelque chose de beaucoup plus large. Et puis maintenant, avec des preuves, puisqu'on investit énormément, on a une politique sur nos camions. Hein. Moi, je donne toujours un petit chiffre qui fait peur, c'est que rien que nos camions en propre, sans parler de nos sous-traitants, mais on consomme un peu plus d'1 million de litres de gasoil par mois. Et donc, quand on n'est pas conscient de cette problématique-là, en disant on a peut-être un petit impact sur l'environnement, on travaille durement pour limiter ça au maximum. Donc, on a aujourd'hui investi dans des énergies alternatives, et puis on a étendu le domaine à l'ensemble en fait de l'entreprise. On va détailler un petit peu tout ça, mais oui. Quand vous dites c'est normal par rapport à notre activité, enfin, en 95, j'ai quand même un peu le sentiment que vous étiez précurseur, parce que je ne suis pas sûre que tous les transporteurs avaient cette conscience-là. Non, on était un peu seuls. On était un peu seuls à ce moment-là. D'un autre côté, on a toujours un peu inversé
en fait, le schéma. On a un petit slogan chez nous en interne qui dit éco-responsable, donc performant. Et on pense que en fait, le cœur de notre métier, c'est de transporter au mieux. Et transporter au mieux, c'est quasiment moins transporter, c'est-à-dire faire en sorte qu'on produise le moins de kilomètres possible en transportant le plus possible, mais surtout en utilisant le moins de ressources possible. Et ça, c'est le cœur de notre métier depuis le départ. C'est pour ça qu'on est organisateur plus que transporteur. On est transporteur, certes, mais avant tout, il faut organiser pour optimiser. Et ça a toujours été ça. Et donc, ça s'accélère. Ça s'accélère et c'est devenu finalement notre cœur business. C'est d'abord l'organisation qui fait notre métier plus que le transport. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que RSE et performance, enfin, aujourd'hui on le sait, c'est pas incompatible, c'est même justement une source de performance. Mais si on revient il y a quelques années en arrière, on avait l'impression que c'était plutôt des contraintes finalement plutôt que des atouts. Donc, complètement. Rien que dans la profession, l'unité d'œuvre qui est utilisée, c'est le kilomètre. Et donc, vendre des kilomètres. Dans notre profession, on entendait ça, vendre des kilomètres. Alors, nous, au fait, aujourd'hui, on ne vend plus ça. Nous, on propose, vous avez quoi comme budget? C'est quoi votre plan transport? Et puis, on va regarder pour améliorer votre plan transport, pour pouvoir, en fait, améliorer votre budget et améliorer votre impact sur l'environnement. C'est ça, en fait, notre promesse, nous. Donc il y a une logique différente. Chez Serre France aussi, Michael Trideau, il y a des valeurs fortes qui tiennent aussi beaucoup au modèle associatif. Alors peut-être vous pouvez nous en dire plus parce que c'est un vrai facteur de différenciation. Exactement. En fait, la RSE, on a beaucoup entendu parler de finalité, de raison d'être, justement par le témoignage de la première personne cet après-midi. Le format associatif fait qu'on avait déjà des valeurs qui étaient déjà décrites dans une politique générale qu'on n'avait pas forcément l'habitude de travailler. Et justement, le fait d'avoir mis sur la table le sujet de la RSE est un outil qui va nous permettre de travailler ces valeurs-là. Alors les valeurs, les axes de la RSE que l'on a aujourd'hui, en fait les 5 axes que l'on a sont basés sur des valeurs qui étaient déjà écrites dans la politique générale de base. On parle de qualité de vie au travail, d'épanouissement personnel, on parle de diminuer l'impact environnemental. Bon, c'est des formules assez classiques, mais qui étaient déjà décrites depuis longtemps dans l'entreprise. On a eu un format de déploiement de la RSE qui était sensiblement celui du groupe Iser, pas avec les mêmes prétentions, et on a commencé un peu plus tard. On est passé par des formats de certification également, une certification ISO 9001 sur la qualité. On a commencé comme ça. C'était vraiment un choix de l'entreprise de se dire on va d'abord travailler sur notre organisation pour réussir à se mettre, de se fixer des indicateurs, des objectifs, des plans d'action, avec une vraie méthode de déploiement des plans d'action. Et justement, on a fait le même choix que le groupe Iser, alors à peu près dans les mêmes eaux, puisque c'était en 2020, d'arrêter la certification ISO 9001 pour totalement se consacrer justement à la RSE. Aujourd'hui, on ne parle pas encore de labellisation en tant que telle. Pour moi, il y a 3 phases dans la RSE chez nous. Il y a une phase qui est en cours. On a eu une première phase vraiment de mise en place, de découverte de la RSE. On m'a demandé de travailler dessus. En 2017, on se sent un petit peu seul au départ en disant je veux bien, mais comment ça se goupille chez nous? Comment je peux organiser tout ça? Après, on a commencé à travailler plus en collaboratif, donc justement avec des animateurs RSE que l'on a dans l'entreprise. Donc on a un animateur par site chez nous, donc 20 animateurs. Et le 3e échelon sera le 3e volet qu'on n'a pas encore objectivé pour l'instant, mais ce sera une labellisation. Donc on y va étape par étape, c'est ça? Oui, puis c'est le message qui est passé cet après-midi, c'est on fait des petits pas. Des petits pas, c'est la politique des petits pas, ouais, la RSE. Puis montrer assez rapidement, je pense aussi aux collègues, ce qu'est la RSE, qu'est-ce que ça peut apporter avant de partir tout de suite sur des actions qui vont durer 2 ans. Et au bout d'un moment, les collaborateurs vont nous dire mais ça ne sort pas grand-chose en fait. Ça revient à ce que vous quand on a échangé Bernard Faure, ce que vous disiez, c'est qu'il faut avoir une vision stratégique, mais il faut aussi ponctuer tout ça d'actions concrètes, montrer que les choses avancent, que ça se met en place. Oui, en fait, il y a vraiment 2 éléments, je crois. Il y a avoir une vision, un cap qui est soutenu par des actes de travail assez forts, des engagements qui sont assez forts et qui vraiment se maintiennent dans la durée. Voilà, ça c'est indispensable parce que c'est ce qui fait
la pérennité de la démarche, c'est ce qui fait sa crédibilité, c'est ce qui fait que les gens qui vous regardent et quelque part qui vous jugent un peu, parce qu'on est un petit peu dans ce contexte-là aussi, se disent « Ok, non, c'est du solide ». Maintenant, ça peut être entre guillemets ennuyeux. Et donc, il faut animer ça, rendre finalement faire vivre la RSE de manière un peu sympa, un peu fun. Et donc, nous, on développe pas mal ce qu'on appelle des quick wins. C'est-à-dire que régulièrement, on essaye d'identifier sur les enjeux qu'on a définis. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. On a défini 5 grands enjeux qui ont été le résultat d'un travail approfondi en équipe et tout. Bon, OK. Donc, on a ces 5 enjeux-là. Et finalement, on se pose la question de savoir, au-delà des actions long terme qui sont faites, au-delà des engagements long terme qui sont pris sur ces 5 grands enjeux, est-ce qu'il n'y a pas des idées qui peuvent être mises en œuvre rapidement, qui sont nouvelles et qui vont finalement animer l'histoire. Et on essaye de faire ça régulièrement. Donc, il se trouve qu'on a un événement, alors c'était un peu perturbé ces dernières années avec le Covid, là, mais on a un événement qui s'appelle les universités internes chez Tenaxia. On réunit tout le monde, on est présent à Laval, Paris et Lyon, mais là, pendant 2-3 jours, on se retrouve tous ensemble. Et à cette occasion-là, on revisite justement systématiquement la politique RSE et on travaille sur des quick wins. Donc, quelque part, des appels à idées qui ensuite sont mis en œuvre, qui sont présentés. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment important parce que ça rend le vécu plus sympa que simplement, voilà, on pilote des indicateurs. Il faut le faire, hein, je ne vais surtout pas dire le contraire. On vend des solutions pour ça, mais ce n'est pas suffisant. Et Marie-Pierre Marchand, chez Protect Home, ça se concrétise comment cet engagement? Ça veut dire aussi un travail sur les fournisseurs, la sélection des fournisseurs, les gens avec qui vous travaillez, c'est prendre le temps d'écouter ses clients, ça paraît du bon sens, mais pour autant, pour identifier bien leurs problématiques, c'est... Alors, on a tout un programme, nous par contre, de labellisation de nos fournisseurs qui se passe en 3 étapes. La première, c'est juste sur un questionnaire. Après, ils doivent nous fournir des documents. Et la dernière étape, bien sûr, par rapport à des engagements RSE. Et la dernière étape, c'est qu'on va, c'est pas nous, c'est SGS que nous avons missionné et qui va faire l'audit du ou des principaux sites de production des produits que nous distribuons. Et progressivement, c'est vraiment un partenariat qui est gagnant-gagnant avec le fournisseur. Parce qu'au début, ils disaient, mais on est déjà ISO 26000, ou on est ceci, ou on est cela. On disait, oui, mais non, nous, on a cette approche qui est beaucoup plus globale. Et on arrive avec le questionnaire, on l'a coécrit, une partie avec SGS, et puis après, il a été vraiment travaillé en interne pour prendre tous ces engagements RSS 2E. Et on leur demande de prendre les mêmes engagements. Et là, on est en train de préparer, par exemple, on est en phase finale, parce qu'il va bientôt être à l'impression de notre catalogue. Je peux vous dire que je participe à la sélection et on va aller sur, par exemple, une chaussure, peut être éliminée par le fait que la tige va être fabriquée à un mauvais endroit ou faire trop de kilomètres, je suis désolée, pour être assemblée sur l'assemblage final de la chaussure. Et on va se retrouver avec de plus en plus de produits, avec de plus en plus de fournisseurs bien labellisés. C'est très profond. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est sur le portage de cette fois, je dirais, on a un organisme de formation à l'intérieur, la Protect Home Academy. Et en fait, le premier module, j'ai le plaisir de l'animer, et c'est vraiment pour leur apprendre qu'est-ce que c'est que la RSE chez nous, comment on la vit, et comment vous la présentez, comment vous présentez notre approche à vos clients. Et on leur demande vraiment, c'est du savoir-être. On n'est pas là en train de vendre notre camelote, on est vraiment en train de vendre les valeurs de notre entreprise. Et je peux vous dire que n'importe quel vendeur, n'importe qui, même chez nous, est capable de le faire, à tous les postes de l'entreprise. Ça se vit de l'intérieur. Bernard Faure, je vous voyais réagir et je viendrai à Vincent Lesage, parce que je sais que vous avez des choses à dire sur ça. Oui, moi, je trouve évidemment la démarche tout à fait passionnante. Il y a des démarches assez similaires chez quelques-uns de nos clients. Je pensais notamment à un client qui, pour ses... Alors, c'est
clients dans le monde bancaire, hein, donc c'est pas forcément la même chose, mais qui, en fait, pour chaque nouveau fournisseur, fait son travail classique, et à la fin, la dernière étape, c'est un questionnaire ESG, ou RSE, enfin voilà, qu'il a bâti, qui donne lieu à une notation. Alors il fait ça dans un système Tenaxia, bon, c'est une petite pub, mais en fait, c'est sa dernière étape de sélection d'un fournisseur. Voilà. Et donc sur un questionnaire qu'il a défini en fonction de sa propre stratégie. Mhm. Alors là, on parle de la relation avec vos fournisseurs. Je voudrais venir avec vous sur l'humain, puisque c'est quand même l'angle de cette table ronde. Vos collaborateurs, c'est le premier lien avec vos clients. Et je sais que chez vous, il y a une grosse culture au niveau du dialogue social et de l'implication. Vous avez vraiment conscience que finalement, mieux vous traiterez vos collaborateurs, mieux ça se passera avec vos clients derrière. Oui, ben, je rejoins déjà tout ce qui vient d'être dit sur l'aspect commerce, quoi. C'est-à-dire que nous, tout le monde est commerçant, quoi. On a une notion dans la tête, c'est commercer. Commercer, c'est en fait la mise en relation, c'est l'échange. Donc c'est vraiment le commerce au sens noble du terme, quoi. Et donc ça, c'est hyper important en interne comme en externe et vis-à-vis de nos clients. Et à partir de là, ben, effectivement, on prend soin parce que déjà, sincèrement, on part de loin, nous, en fait, hein. C'est-à-dire qu'un conducteur, ça vide tous les jours. Si on revient quelques années en arrière en plus, c'est matraqué quand même, hein. C'est-à-dire que je peux vous citer des exemples. Moi, à la fin de l'année, en Angleterre, Covid, 1500 conducteurs de bloqués, pas de douche, pas de sanitaire, pas de manger, rien. Voilà. Et ça, en fait, alors c'est un exemple, mais il faut savoir que tous les jours, il se passe des trucs quand même un peu de cet ordre-là. Et donc, quand on commence à se dire, faut vraiment progresser là-dessus. Nous, on travaille vraiment ces sujets-là, c'est que de l'humain. On a effectivement beaucoup de gens qui sont dans la relation avec les clients, du conducteur jusqu'à l'exploitation et même jusqu'au service support. Et donc, il faut prendre soin au maximum. On a des valeurs, nous, qui sont ancrées depuis longtemps, en fait. Donc après, on les a écrites un peu plus, mais c'est des valeurs simples. C'est des valeurs de commerce et de relations humaines. Et à partir de là, il faut arriver à les développer partout dans l'entreprise, quoi. Donc, on y travaille. C'est du bon sens, mais pour autant, parfois, ça a été oublié. C'était oublié parce qu'on a des fois oublié un peu le commerce au profit peut-être, je sais pas, des grilles Excel ou je sais pas trop, mais c'est hyper important, quoi. Enfin, nous, et encore plus aujourd'hui. Mais justement, oui, encore plus aujourd'hui, j'allais y venir. Est-ce que vous avez le sentiment que vos collaborateurs, alors avant de parler d'aller en capter de nouveaux, sont attachés aux valeurs que vous véhiculez, aux engagements que vous avez aujourd'hui ? Je pense parce qu'on mesure quand même, nous, il y a un taux de turnover dans le secteur qui est relativement fort structurellement. Dès qu'il y a de l'activité, en général, c'est ça. Et donc, on est plutôt, nous, en dessous de la moyenne nationale. Donc, on se dit, on a quand même quelque chose qui se passe bien de ce côté-là. C'est un bon indicateur pour nous. Après, dans notre déclaration de performance extra-financière, on note aussi, et on suit par exemple l'histoire des prud'hommes. On n'a pas de prud'hommes chez nous. Depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, on n'a pas de dossier. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une relation toujours d'écoute pour éviter et les conflits et les sujets qui fâchent. Quand on a 900 et quelques salariés, c'est important de se poser ces questions-là. Donc on a quelques petits indicateurs, mais qui permettent aussi de mesurer le fait qu'on fait attention quand même à chacun dans l'entreprise. Et puis qu'on cherche toujours des solutions. Et d'être à l'écoute, en fait. Michael Trideau, c'est aussi un peu la politique chez Serre France. Il y a vraiment ce travail d'écoute, de bienveillance, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exigence derrière, mais... Non, il y a un dialogue social qui était déjà très implanté depuis très très longtemps, en fait, je pense depuis la création de l'entreprise en 1956. Le dialogue social est très implanté avec un système de CSE, comme toute entreprise qui se le doit réglementairement, mais on a vraiment un climat social qui est très très bon, qui est conforté par un baromètre social qui est fait de manière régulière aussi, parce que c'est facile de dire on pense que, mais c'est encore mieux de le vérifier aussi. Oui, vous avez des indicateurs. On a des indicateurs, il y a d'autres indicateurs aussi au niveau du climat social, c'est le faible taux de turnover que l'on peut avoir aussi dans notre entreprise. On a également la chance, comme vous l'aviez dit, c'est que Serre France est une marque nationale et chaque département est complètement autonome. Et donc sur la Mayenne et la Sarthe, on peut tout simplement se comparer aux autres aussi et on voit qu'on est en bonne position. Il y a un autre indicateur aussi qui est très en lien avec le sujet, qui est l'attractivité. C'est le recrutement.
l'impression que c'est pénurique un peu dans tous les secteurs. Je pense que dans le secteur du transport, vous l'êtes aussi. Sur le domaine de la compta aussi, pour autant, l'année dernière, on a réussi à beaucoup recruter et beaucoup aussi auprès des écoles. Donc on a une vraie reconnaissance de l'entreprise. De là à dire que c'est lié directement à la RSE, je ne dirais pas ça, parce que nous, notre démarche formalisée, elle est assez récente, mais c'est les valeurs qui existent depuis très longtemps dans l'entreprise qui sont vraiment reconnues. Là, j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça avec notre responsable RH qui me disait c'est impressionnant comment, tout dernièrement, on a une alternante qui était là depuis 6 mois, elle a 3 de ses collègues qui ont fini par venir chez nous. C'est parce que, en fait, l'alternante qui était là depuis 6 mois, elle était très bien. Elle s'y sentait bien. Donc il y a des petits indicateurs comme ça, c'est difficile à tout chiffrer, mais il y a des petits indicateurs comme ça qui montrent vraiment un bon climat social et un bon dialogue social aussi. Et vous parlez d'attractivité, Marie-Pierre Marchand, c'est un élément, vous avez le sentiment aussi que chez vous, ça peut être un facteur d'attractivité, ces valeurs que vous véhiculez, que vous portez? Oui, évidemment. Puis en plus, je dirais la jeune génération est encore de plus en plus sensible sur tous ces sujets. Je ne vais pas vous cacher qu'on a mis parce qu'on aime bien ouvrir des chantiers, et on en a ouvert un sur ce qu'on appelait le package social chez nous. Parce qu'on se disait, comment est-ce qu'on peut rester et faire carrière chez nous? Parce que quand on est vendeur, on reste vendeur. Quand on est, et en fait, ça fait 4 mois qu'ils travaillent dessus. Ils vont nous donner leurs conclusions. Et un des facteurs, c'est comment est-ce qu'on conserve nos salariés. On est dans un bassin d'emploi qui est ultra tendu. À Château-Gontier, il n'y a pas de chômage. On est en dessous de 4%. On n'a pas de gare. Cette ville, elle est merveilleuse à vivre, mais quand on la lit sur le papier, pour attirer des gens de l'extérieur, c'est pas évident. Quand on y vit, on n'en part plus, ou presque pas. Mais il faut quand même attirer des compétences, et c'est pas évident. Et tout ce qu'on met à côté nous aide beaucoup. Et la ville nous aide. Là, j'insiste aussi, on est nous dans un bassin d'emploi qui est tendu, mais tout l'environnement économique et public autour nous aide beaucoup et travaille dans le bon sens. Je pense que c'est un vrai travail d'équipe. Bernard Faure, oui, avant d'aller capter de nouveaux talents, effectivement, la clé aussi, c'est de garder les compétences qu'on a en interne. Bernard Faure, c'est aussi des éléments importants. Alors, vous avez pas mal recruté ces derniers temps, mais vous avez aussi une assez grande fidélité des équipes. Et est-ce que vous faites un lien entre, finalement, ces valeurs que vous portez et cette fidélité ? Je crois, oui. C'est vrai que l'an dernier, on a recruté 20 personnes. Donc, c'est pas beaucoup dans l'absolu, mais pour une boîte qui en fait 80 aujourd'hui, c'est finalement en pourcentage, pas si mal. Et pour autant, quand on regarde l'ancienneté moyenne des collaborateurs, elle est quasiment de 7 ans. Enfin, 6 ans et demi. Ça veut dire que, effectivement, on a plutôt la chance d'avoir des collaboratrices et des collaborateurs qui restent quand même dans l'entreprise. Et on a beaucoup de collaborateurs qui ont plus de 10 ans aujourd'hui dans la maison. Et donc moi, je crois effectivement profondément que c'est lié d'abord à l'intérêt qu'ils ont d'exercer leur job, quand même, parce que sinon, on a beau être super du point de vue RSE, ça ne marche pas. Et ensuite, parce que on essaye le plus possible de faire vivre un management bienveillant et de plus en plus avec une approche de ce qu'on appelle nous Narparis. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais l'idée c'est de dire que finalement chaque service, on bâtit un projet qui est le plus partagé possible, et après la question c'est comment chaque service s'approprie ce projet-là, comment il peut le décliner. Et moi ce qui m'intéresse finalement après en tant que manager de l'équipe, c'est qu'il y ait des initiatives qui soient cohérentes entre elles et en lien avec le projet. Et ça, je pense que ce mode de management fait partie on va dire, d'un management qu'on pourrait classer RSE. Et on essaye vraiment d'animer ça régulièrement. Donc, oui, je pense qu'effectivement, la démarche RSE compte. On a, par exemple, permis l'actionnariat salarié. On a mis en place un plan d'intéressement depuis de longues années. Je pense que toutes ces démarches-là contribuent effectivement à favoriser la fidélité des collaboratrices et des collaborateurs. Ouais.
Et en fait, pardon, mais vu notre métier en plus, il y a quand même une exigence d'exemplarité. Alors c'est un mot qui est un peu dur. Il est dans notre référentiel de valeurs, hein, donc on l'assume. Mais en même temps, ça peut être très très exigeant, quoi, être exemplaire dans tout. Est-ce qu'on doit être parfait ou pas? C'est quand même un peu compliqué. Mais néanmoins, je sens très fort le fait que, ce que je disais tout à l'heure, si demain on avait un management qui n'était pas cohérent avec globalement les attentes sociétales d'aujourd'hui, ce serait compliqué, quoi. Vincent Lechat, je vous vois réagir. Et ce terme de cohérence, je l'ai beaucoup retrouvé dans les échanges que j'ai pu avoir avec chacun d'entre vous pour préparer cette table ronde. Il faut vraiment être aligné, et notamment quand on veut séduire de nouveaux collaborateurs, on ne peut pas avoir un discours, par exemple, sur son site internet et puis être en décalage. Vous êtes pas mal challengé, on vous demande de prouver, je crois que c'est vous, Vincent Lechat, qui me disiez, on nous demande de prouver ce qu'on fait. Ah oui, toujours, chez nos clients d'une part, mais en interne aussi. Et on parlait des jeunes générations, tous les alternants qu'on recrute, qui est vraiment, pour nous, vraiment la bonne formule. Hein. C'est-à-dire que c'est quasiment 100% des alternants qui continuent chez nous derrière. Et donc, ça marche bien. Et tous ceux qu'on recrute au départ ont cette question-là en disant, on a vu la politique RSE, concrètement. Bon, on a aussi notre déclaration de performance extra-financière qui est quand même quelque chose d'audité, de très sérieux, avec des indicateurs. Donc, c'est pas du marketing, on va dire. Donc, c'est présenté un peu sous forme de marketing, mais c'est quand même audité très fort. Et donc, ça rassure énormément. Puis après, dans l'entreprise, la cohérence. C'est-à-dire et la cohérence, c'est surtout le management, en particulier la direction, et en particulier celui qui parle aujourd'hui. C'est-à-dire que si derrière, vous n'êtes pas tout à fait en phase avec ce que vous prenez, ça ne sert à rien, quoi. C'est un peu comme la politique aujourd'hui. Enfin, vous voyez, quoi. Je veux dire, il faut être crédible, cohérent, et à partir de là, il n'y a pas de souci. Il faut savoir dire les choses. C'est comme le management, c'est-à-dire que des choses qu'on sait faire, et d'autres qu'on ne sait pas faire et qu'on ne pourra pas faire. Donc, à partir du moment où on a cette clarté-là, ça va. Puis après, je pense que ce qu'on essaye de faire véritablement, c'est d'entraîner tout le monde, quoi. Entraîner sur le projet, et donc sur le cœur du métier. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais il faut que les gens aient cette passion-là, quoi. Si on arrive à accrocher la passion, c'est-à-dire le sens, pourquoi on est là, pourquoi on le fait, et que ça amène justement du sens, et au niveau de l'éco-responsabilité, et au niveau de la performance, éco-responsable donc performant. Quand on a réussi à prouver ça, vous assurez que la motivation, elle est démultipliée. Et puis, en ce moment, ça rassure. Parce que bon, il y a un petit peu d'inquiétude sociétale, on va dire. Donc, c'est hyper important de pouvoir, en fait, gérer le collectif comme ça. Michael Trideau, chez Serre France aussi, enfin, vous voyez bien qu'il y a ces attentes-là des collaborateurs et qu'il faut réussir à embarquer tout le monde. Il ne faut pas que ça soit vraiment, que ça soit simplement descendant. Il faut que chacun s'approprie la démarche. Ça rejoint ce que disait, j'ai perdu le prénom. Bernard. Bernard tout à l'heure, justement, sur le fait d'avoir depuis des années, on a un projet d'entreprise qui est décliné sur 5 années. Là, tout dernièrement, justement, dans l'idée justement d'impliquer le plus possible les collaborateurs et donner du sens par rapport aux objectifs qui sont définis dans l'entreprise et d'impliquer les collaborateurs. Il y a un projet d'entreprise global et chaque équipe après va justement inscrire ce sur quoi elle va pouvoir s'engager et en quoi elle va pouvoir répondre aussi aux attentes du projet d'entreprise global. Donc une vraie implication dans ce sens-là au niveau du projet d'entreprise qui n'est pas forcément que RSE, mais il y a aussi d'autres groupes de travail qui réfléchissent à des réflexions. Là, en ce moment, on est sur un sujet autour d'un groupe spécifique sur la communication interne. Et on a sur notre démarche RSE, on a des animateurs aussi qui réfléchissent sur des groupes de travail qui sont plus en lien peut-être avec l'environnement. Là, sur tout ce qui est économie d'énergie chez nous, sur la notion d'achat responsable. Et on travaille aussi beaucoup sur l'ergonomie au poste de travail. Donc, l'idée, c'est de pouvoir toucher tous les collaborateurs d'une façon ou d'une autre dans le projet d'entreprise, dans la réflexion et dans le fait de faire vivre les valeurs de l'entreprise. Et c'est important d'associer tout le monde. Chez vous, enfin, en plus, vous êtes sur des sites assez éclatés, avec des environnements un peu différents. Donc, c'est important pour créer ce collectif.
C'est une de nos grandes forces, mais ça peut être assez rapidement une difficulté aussi, la multisite. On a des sites qui sont très petits, on a 3-4 personnes, ça va sur des sites qui ont jusqu'à 80 personnes, et animer, que ce soit un projet d'entreprise ou une démarche RSE avec une notion multisite, ça peut s'avérer un peu plus difficile, mais c'est ce qui est aussi une force dans le sens où on maille très bien le territoire et donc on peut aussi interagir le plus possible avec le territoire. On est sur la Mayenne et la Sarthe avec 20 sites, on est globalement plutôt bien implanté justement sur les 2 départements, ce qui permet aussi qu'il y ait une vraie force pour nous pour interagir avec le territoire et le plus en local possible. Mmh. Et alors il y a une question qu'on n'a pas tout à fait évoquée, c'est la question du télétravail. C'est beaucoup au cœur de toutes les questions. Je crois que vous avez été nombreux à me dire, finalement, ça fait aussi partie des attentes maintenant de toutes les nouvelles recrues, ce meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Bernard Faure, peut-être sur cette question-là. Oui, alors je ne sais pas si si je représente la voie générale. Moi, j'ai plutôt un avis assez mitigé sur le sujet. Chez nous, on fait une journée de télétravail par semaine. Alors un peu plus en ce moment, parce qu'il y a des travaux qui rendent du coup une partie du bâtiment inaccessible, mais globalement, c'est une journée par semaine, et je ne tiens pas à ce qu'il y en ait plus, en fait. Et donc les collaborateurs le savent, c'est évoqué dans les entretiens. Pourquoi ? Parce que ce qui fait vraiment la force je pense une des forces de Tenaxia, si ce n'est pas la force principale de Tenaxia, c'est l'équipe. Voilà, c'est le travail qu'on a en équipe. Nous, on est en fait des créateurs. Voilà, moi, à la limite, je me considère plus comme un créateur que comme un développeur d'entreprise, en fait. Et notre raison d'être, qu'on a formalisée, c'est concevoir, développer, mettre en œuvre des solutions pour la performance durable des entreprises et de leurs investisseurs. Mais il y a le mot concevoir, en fait. Et toute cette gestion de l'innovation, ça mérite qu'on soit les uns avec les autres. Donc oui, bien sûr, c'est une attente sociétale et il faut en tenir compte, et donc on en a tenu compte. Mais je pense qu'on peut aussi assumer une position qui est de dire on ne va pas non plus trop loin. En tout cas, moi, je l'assume complètement. Et objectivement, ça n'empêche pas de recruter, quoi. C'est pas le sujet qui empêche de recruter, et c'est pas le sujet qui fait que les gens partent, quoi, réellement, ou de manière très minime, en fait. Juste si je peux justement enchaîner. Alors, on a une journée de plus par semaine, ce qui est pas mal, parce que 2 jours sur 5. Mais le prérequis de départ aussi, c'est quand même qu'on favorise la vie d'équipe et qu'on évite au maximum de prendre les jours de télétravail les jours où on sait qu'il y a le plus de monde. Par exemple, le mercredi, les temps partiels, les choses comme ça. Donc là, à la limite, il faut qu'on soit présent les mardis, les jeudis. Et je fais le lien justement avec ma mission. Donc, vous voyez, coordinateur RSE et gestionnaire du parc immobilier. C'est pas non plus pour rien, c'est parce que pour favoriser la vie d'équipe, il faut avoir des bonnes conditions de travail. Et donc, tout ce qu'on réfléchit en termes de travaux et de gestion du parc immobilier, il faut que ça favorise aussi la vie d'équipe. Des exemples très concrets, on a des agences où les salles de pause sont trop petites. Ben, les collègues ne viennent pas ou pas tous ensemble. Donc ça ne favorise pas la vie d'équipe. Donc là, on réfléchit justement tout ça pour que ok, il y a peut-être du télétravail, mais par contre, quand on est ensemble, il faut qu'on soit vraiment ensemble, quoi. C'est un petit bout du problème, finalement, cette question des Marie-Pierre Marchand. Mais nous, en fait, on n'a pas des populations. Le type de job qu'on fait, je pense pas, c'est un peu comme vous, ça ne se prête pas tellement au télétravail. On n'a pas encore réussi à pousser virtuellement des cartons et emballer de la marchandise pour l'envoyer. On a, là, je dirais, à peine de 10% de nos collaborateurs qui y ont accès, et c'est de l'ordre d'une journée par semaine. On croit fondamentalement à l'équipe et au travail d'équipe et aux échanges. Et finalement, il n'y a pas tant que ça de demande. Là, dans ce groupe de travail, moi, je m'attendais que ça revienne en force. Et non, on va le faire quand c'est indispensable ou quand on va pouvoir arranger quelqu'un parce que ponctuellement, il va avoir des difficultés à se déplacer et que son job est compatible. Je vous dis, dans nos jobs, on en a assez peu qui sont compatibles avec le télétravail. Vincent Lesage, je vous vois réagir depuis tout à l'heure. Non, mais même chose, hein, c'est exactement le même constat. Déjà parce que les conducteurs, c'est un peu compliqué. Donc ça ne marche pas. Donc c'est une bonne partie de la population. Puis après, c'est vraiment c'est un outil, le télétravail, au cas par cas, vraiment au cas par cas, et c'est peu de cas finalement. Mais par contre, il y a des cas où ça fonctionne très bien.
Ça nous permet de conserver 2 ou 3 talents, mais parce que ça, voilà, c'est aussi adapté. Par contre, avec un peu de recul maintenant, 1 an ou 2 où ça s'est développé, les gens veulent revenir vite, et ceux qui ne veulent pas revenir vite, ils ont beaucoup moins le sourire le matin et le soir que les gens qui sont dans la boîte, ça c'est sûr. Et donc, je pense que si on résume le mot RSE, finalement, on devrait peut-être dire nous, c'est-à-dire faire un peu de collectif, quoi. Sinon, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Et de la RSE, chacun chez soi, j'y crois pas trop, moi. Donc voilà, pour résumer un peu. Mais c'est un bel outil quand même. Oui. C'est un nouvel outil. Mais voilà, c'est une petite partie. Dans ce que j'ai entendu chez vous, c'était ce qui était le plus important, c'était le sens, la connaissance du projet, l'autonomie dans le travail, la confiance qu'on peut accorder aux collaborateurs. C'est plus ces éléments-là qui vont être moteurs. Oui, moi je dirais même la volonté de grandir ensemble, de faire grandir les gens, de grandir avec eux. Et d'essayer le plus possible de partager cette envie-là dans la boîte, quoi. Si cette envie arrive à irriguer toute la maison, que chacun ait envie à la fois de grandir lui-même et de faire grandir ses collègues, bah c'est gagné. Et ça s'inscrit vraiment dans une approche RSE, enfin, je pense. Marie-Pierre Marchand, on arrive, je vois que le temps passe, donc on va arriver au terme des échanges. Peut-être un mot de conclusion, qu'est-ce qui est important pour séduire aujourd'hui quel est votre regard par rapport à ça? Pour séduire, pour attirer des talents chez nous? Oui, ce que disait Bernard Faure, c'est vraiment ça, le sens du projet. C'est le sens du projet, les valeurs qu'on dégage. Ce qu'on apporte, quoi. Je veux dire, c'est aussi le travail en lui-même, hein, la qualité de l'environnement qu'on peut offrir, la qualité du travail. Et je pense que le collectif tel qu'on le présente chez nous attire du monde. Le fait qu'on travaille en équipe, le fait qu'il y ait cette académie où tout le monde rentre, tout le monde passe à travers. Alors, c'est pas pour mouler pour les rentrer dans un moule, mais c'est pour qu'ils puissent tous connaître vraiment intrinsèquement la boîte et être capables de la vendre. Notre premier argument de vente, nous, à la base, on achète des produits, on les revend. Il faut qu'on arrive à faire passer tout ce qu'on a développé comme service et ce qu'on est capable de mettre autour. Et beaucoup de ces services, pour ne pas dire l'intégralité, sont sur la base de la RSS 2E. Michael Trudeau, vous diriez la même chose, c'est ça qui est important finalement? Oui, le collectif, l'équipe. Le collectif, la vie d'équipe, c'est indéniable. Je ferai le lien juste avec ce qu'a dit Michael Troquet, je crois, de l'entreprise Lucie. Par rapport aux valeurs, à la raison d'être, c'est facile d'en parler, mais qu'on soit authentique. Et puis ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, quand on recrute quelqu'un et qu'on lui vend du rêve, mais que derrière, c'est pas du tout ce qui se passe dans l'équipe, la personne elle va vite faire demi-tour, hein, de toute façon. Donc être raccord par rapport à ce qu'on... La cohérence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, le greenwashing ou le social washing, ça va 5 minutes, quoi. Ça se voit très vite après qu'une entreprise, c'est qu'une petite couche de vernis et en dessous, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Vincent Lesage, le mot de la fin. Je prendrais juste un petit exemple qu'on a eu cette semaine. Moi, je pense que vous parlez de séduction, j'aime pas trop ce mot-là, en fait. Je sais pas pourquoi, mais en fait, on aime bien gagner des victoires ensemble, quoi. Et c'est déjà de dédramatiser un petit peu le travail. Il faut pas avoir peur du travail, pas avoir peur du transport, pas avoir peur de différents métiers. C'est plutôt ça, plutôt que de séduire, c'est plutôt d'expliquer. Et puis après, gagner des victoires ensemble, quoi. Et là, par exemple, on recevait un prix chez Carrefour, un de nos clients, pour tous les collectages qu'on fait chez leurs fournisseurs en Bretagne, etc. Et sur la synergie fournisseur, enfin bref, notre métier de base. Et derrière, l'équipe qui s'occupe de ça, je peux vous assurer que quand on a célébré ça, mais c'est une sacrée victoire, quoi. Et il n'y a rien de plus beau que la victoire, hein. Et collective. Donc en ce moment, on en a besoin. Donc c'est ça, quoi. Voilà, merci en tout cas. Enfin, ce que je retiens, c'est l'importance du collectif, de l'équipe et du sens de la vision. Merci à tous les quatre d'être venus témoigner. Je crois qu'on peut les applaudir.
On n'a pas prévu de questions-réponses, mais il y a le cocktail à suivre. Vous allez pouvoir échanger. Il reste là. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur leur entreprise, leur stratégie, leurs valeurs, n'hésitez pas à les solliciter et je vous invite à rejoindre le cocktail. Merci à tous en tout cas d'avoir été nombreux pour cette première édition et aussi attentifs. Merci.